Selon le germe, on aura aussi des profils, des tableaux qui sont très différents les uns des autres. Et au cours des pneumonies en particulier, nous avons trois grands germes qui sont les plus dominants au cours des pneumonies. C'est le Streptococcus pneumoniae, c'est l'Haemophilus influenzae et c'est le mycoplasme. Donc le Streptococcus pneumoniae, encore appelé le pneumocoque, c'est l'agent le plus fréquent, quel que soit le type de pneumonie. Donc il représente 30 à 45% des germes. Il touche aussi bien le sujet sain que le sujet fragilisé, particulièrement les BPCO, les sujets alcooliques, les sujets qui ont une splénectomie. Les personnes qui ont déjà fait une splénectomie à l'occasion d'un accident ou pour une raison X ou Y sont extrêmement fragiles et ils sont très sensibles au pneumocoque. Donc ce sont des personnes qui vont faire très fréquemment des infections à pneumocoque fréquentes. Donc ouvrez la parenthèse, nota bene, c'est que ces patients doivent bénéficier d'une vaccination anti-pneumococcique. Et il faut savoir aussi que depuis quelques décennies, depuis 20 ou 30 ans, on assiste à une recrudescence très importante des résistances au pneumocoque, des résistances du pneumocoque au bêta-lactamine. Donc nous avons aussi le Mycoplasma pneumoniae, c'est un germe intracellulaire. Il donne des infections des voies aériennes supérieures et des voies aériennes inférieures. Il touche particulièrement l'enfant et l'adulte jeune. Et il va se manifester surtout par petites épidémies dans les collectivités en saison froide. En général, c'est les enfants dans les crèches, dans les garderies, dans les écoles qui sont touchés sous format de petites épidémies dans les collectivités ou au sein d'une même famille. Donc, ce sont des infections qui surviennent comme ça, sous forme d'épidémie. Et il y a l'Haemophilus influenzae qui représente 5 à 22%. C'est un germe très répandu et c'est un germe très répandu des voies aériennes supérieures et il colonise les voies aériennes et il touche particulièrement l'enfant et l'adulte, en particulier le sujet fumeur et le bronchitique chronique. Il y a aussi des germes un peu moins fréquents que sont le Legionella pneumophila, par exemple, qui est un bacilligramme négatif intracellulaire. C'est le deuxième grand germe intracellulaire avec le mycoplasme. Donc les deux germes intracellulaires les plus fréquents au cours des infections respiratoires aiguës basses communautaires, c'est les légionnelles et le mycoplasme. Le mycoplasme est beaucoup plus fréquent. Donc, il touche particulièrement les milieux hydriques, par exemple les systèmes de climatisation, les salles de bain et autres. Et il a la particularité de donner, en plus des signes d'infection respiratoire aiguë basse, il donne aussi des signes extra-respiratoires associés de type troubles digestifs, céphalée et syndrome confusionnel. D'autres germes beaucoup moins fréquents que sont les entérobactéries, les staphylocoques, les anaérobies et les pyocyaniques. Donc, ce tableau un peu particulier, bien sûr, il n'est pas à prendre, mais c'est un tableau qui démontre la fréquence des germes selon le profil clinique. Et nous avons sur ces deux colonnes, sur ces trois colonnes, la colonne des pneumonies aiguës communautaires en ambulatoire, les pneumonies aiguës communautaires graves nécessitant l'hospitalisation en secteur et les pneumonies aiguës communautaires très graves nécessitant l'hospitalisation en unité de soins intensifs ou réanimation. Donc, comme vous voyez sur ce tableau,
dans à peu près la moitié des cas, dans 50% des cas, le germe n'est pas identifié. Et malgré le fait que ça, c'est une étude qui a été faite dans 41 centres en Europe et des centres de recherche avec des laboratoires de renommée. C'est une étude prospective de grande qualité. Et on a, malgré ça, c'est que dans 50% des cas à peu près, le germe n'est pas identifié. Ça veut dire que les moyens de diagnostic bactériologique dont nous disposons actuellement ne sont pas en mesure de nous donner de façon précise et de façon fidèle et fiable le germe responsable de l'infection. Ça veut dire quoi? Ce qui est différent par exemple d'un ECBE, l'examen cytobactériologique des urines. Donc, ça veut dire que l'examen bactériologique des expectorations à la recherche de germes, des infections respiratoires, c'est quelque chose à ne pas faire de façon systématique parce que fréquemment on aura une réponse négative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de germes. Deuxièmement, c'est comme vous voyez sur ce tableau, quelle que soit la gravité de la pneumonie, le pneumocoque est toujours le germe le plus fréquent. Donc, quel que soit le tableau de pneumonie, lorsqu'on veut démarrer un traitement antibiotique, on doit tenir compte de pneumocoque et des antibiotiques pour lesquels le pneumocoque est sensible. Troisièmement, c'est que le profil bactériologique est différent selon la gravité de la pneumonie. Pour les pneumonies aiguës communautaires, les 3 germes les plus fréquents, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a le Streptococcus pneumoniae, il y a le Mycoplasma pneumoniae et il y a l'Haemophilus influenzae qui représente déjà une bonne proportion des germes les plus fréquents. Pour les autres germes, type staphylocoque, bacilles gram négatifs et autres, sont beaucoup moins fréquents. Plus la gravité du tableau clinique est grande, plus on a l'apparition d'autres germes. Par exemple, le Legionella pneumophila qui était rare devient plus important, le staphylocoque, la même chose, les bacilles gram négatifs, la même chose. Ce qui fait que lorsqu'on est devant une pneumonie aiguë communautaire qui n'est pas très grave, donc les 3 germes auxquels on pense sont le pneumocoque, Mycoplasma et Haemophilus. Donc on peut... Par contre, pour les pneumonies graves, le profil bactériologique est beaucoup plus vaste. Donc, ça veut dire qu'au cours des pneumonies graves, on n'est pas censé traiter par un seul antibiotique. Souvent, c'est un antibiotique, ce sont une association d'antibiotiques à large spectre. Donc, à retenir, et ça, c'est la diapo la plus intéressante depuis... qui résume ce qu'on vient de dire, c'est que il n'y a pas de corrélation entre le tableau radioclinique et le germe. Ça veut dire que on est presque dans l'incapacité de dire que puisque c'est un sujet âgé qui présente une pneumonie de cette façon, donc c'est un pneumocoque. Puisque c'est un sujet tabagique qui est bronchitique chronique, ça ne peut être qu'un hémophilus. Il n'y a aucune corrélation entre le tableau radioclinique et le germe. C'est-à-dire que tous les profils cliniques peuvent avoir tous les types de germes. Deuxièmement, c'est que le Streptococcus pneumoniae, communément appelé le pneumocoque, est l'agent le plus fréquent, quel que soit le tableau clinique. Troisièmement, les germes atypiques, entre guillemets intracellulaires, que sont le mycoplasma, surtout le mycoplasme, doivent être prises en compte si le sujet a le profil suivant, qui a moins de 40 ans, sans comorbidité, avec des signes d'infection des voies aériennes supérieures, et s'il y a un contexte épidémique. Donc germe atypique, surtout le mycoplasme. Donc, s'il y a un sujet jeune, sans comorbidité, avec des signes d'infection des voies aériennes supérieures, et dans un contexte épidémique, on doit d'abord penser au mycoplasme. Par contre,
En cas d'infection grave ou sur terrain particulier, on doit surtout on doit inclure d'autres germes que sont les bacilles gram-négatifs, Legionella et Staphylococcus aureus. Les formes évolutives sont les suivantes. Donc, sur le plan évolutif, les pneumonies sous traitement, ils vont s'améliorer en général de façon assez rapide. Les symptômes, c'est-à-dire les signes fonctionnels et généraux, vont diminuer rapidement. En général, au bout de 2-3 jours, il y a une régression assez rapide de ces symptômes, avec une fièvre qui régresse, voire qui disparaît, avec des expectorations qui ne sont plus purulentes, qui deviennent muqueuses, voire vont devenir plus claires et moins abondantes. Les signes physiques tels que syndrome de condensation demandent un peu plus de temps, en moyenne une bonne semaine, avant qu'on ait une régression des signes physiques. On peut même dire que sur le plan radiologique, les anomalies radiologiques vont régresser de façon un peu plus tardivement, un peu plus qu'une semaine, en général 2, 3, voire 4 semaines. Spontanément, dans la majorité des cas, le système immunitaire peut gérer la situation sans problème, peut circonscrire l'infection avec une amélioration, cette fois de façon un peu plus tardive, en 7 à 10 jours. Mais le grand risque, c'est que si les pneumonies évoluent spontanément sans traitement, il y a un gros risque d'aggravation. Et dans ce cas, on a l'éclosion de foyers successifs, c'est-à-dire la pneumonie qui devient étendue, qui touche plusieurs lobes, qui va toucher le poumon contralatéral. L'évolution de ce foyer de pneumonie qui peut se faire vers l'absédation, c'est-à-dire on a une absédation, et dans ce cas, on a d'autres germes qui vont s'installer, que sont surtout les anaérobies, les staphylocoques et les bacilles gram-négatifs. Et parfois, l'évolution peut être foudroyante et elle évolue vers une infection grave avec un œdème lésionnel, qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. Sur le plan évolutif, les bronchites aiguës ont un pronostic beaucoup plus intéressant, dans le sens que l'évolution est toujours favorable, quel que soit X, spontanément, puisqu'en général, on n'a pas besoin de traiter ces bronchites aiguës. Mais dans certaines situations, la bronchite aiguë peut traîner dans le temps et se surinfecter, et on appelle ça une bronchite aiguë suppurée. C'est-à-dire qu'au début, on a une toux sèche. Au bout de 4-5 jours, le patient présente des expectorations muqueuses, puis des expectorations purulentes, et on appelle ça une bronchite aiguë suppurée. Bien sûr, dans ce cas, c'est une forme qui nécessite la prise en charge d'un traitement, par un traitement antibiotique. Parfois, on peut avoir une toux persistante qui peut prendre, c'est-à-dire qu'après la régression de tous les symptômes, des signes généraux, de tout, il peut persister une toux sèche en général, irritative, qui va persister pendant parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qui est souvent très désagréable pour le patient. Et il y a ce qu'on appelle les infections prolongées à rechute, c'est-à-dire que malgré le traitement, c'est une infection qui a du mal à régresser, qui tarde à régresser, et ce qu'on appelle les formes prolongées, ou bien à rechute, c'est-à-dire que on traite cette infection et le patient guérit, mais après 2, 3, 4 semaines, rebelote, c'est le patient qui refait l'infection, et c'est ce qu'on appelle les formes à rechute. Donc, ce sont des infections qui vont nécessiter souvent de réaliser une étude microbiologique, et ces formes à rechute
ou des formes prolongées, elles peuvent être dues à soit des causes générales, telles qu'un terrain immunodéprimé, ou une cause locale, c'est-à-dire un poumon pathologique, ou une cause locale type corps étranger qui va entretenir l'infection, ou bien le corps étranger chez le nourrisson et le petit enfant, ou bien le cancer chez l'adulte.